donc cette session qui est dédiée pour parler des banques des cellules souches pluripotentes induites à partir des cellules sans placentaire. Une session donc sur l'innovation et qui va nous permettre d'accueillir 3 orateurs prestigieux et que nous allons modérer avec le docteur Sophie de Rennes, qui travaille à l'Établissement français du sang. Le premier orateur vient d'Espagne, c'est le docteur Sergi Querol, qui est directeur du registre espagnol de cellules souches hématopoïétiques et qu'on a rencontré déjà à plusieurs reprises en Espagne. Alors, je parle lentement pour qu'il nous comprenne et il nous fera sa présentation en anglais, si vous êtes d'accord et si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Et on enchaînera ensuite avec le professeur Franck Risselli et Mme Laurence Guillonneau-Armand. Donc, Dr. Sergi Querol, I'm happy to welcome you in Paris for this session about IPS. And you have the floor for 30 minutes. So, bonjour. Je parle en anglais. J'ai étudié français à l'école, mais il y a longtemps. Et l'anglais, c'est court-circuité en ma français. Je ne peux pas faire la présentation correctement. Je veux parler de l'expérience espagnole de l'IPS et nous avons commencé le projet Espagna. Je vais présenter un peu cela et aussi à la fin, j'expliquerai l'initiative européenne. C'est une construction financée par l'Union européenne qui s'appelle UPLO-IPSS. Voici mes affiliations et divulgations. Je suis directeur du registre espagnol de moelle osseuse. Je suis également président du groupe de travail, de cette construction, et co-chercheur du projet Espagna. Je veux commencer par situer sur une carte ce qui pourrait être l'avenir, le présent des registres de moelle osseuse et introduire un concept que nous appelons le registre ouvert. Donc initialement, nous inscrivons de nombreux donneurs dédiés à la transplantation. Mais avec le temps et les progrès scientifiques, ce registre devra peut-être être ouvert à d'autres thérapies. Donc, c'est un défi pour la manière dont nous abordons et maintenons la protection des donneurs. Donc, les différentes applications au-delà de la transplantation sont évidemment l'innovation, la recherche clinique et la recherche non clinique. Et cela nécessitera le consentement éclairé est ici en rose, qui est générique et doit être très bien conçu pour l'accès, pour approcher ces donneurs et avoir la bonne manière de les inscrire pour qu'il soit possible que ces donneurs, à l'avenir, puissent être approchés pour cette autre application. Donc, dans ce registre ouvert, nous avons une partie SOO qui est illustrée ici, c'est le don, la préparation SOO, et peut-être que cette préparation SOO est utilisée immédiatement ou stockée, et c'est un domaine que nous connaissons très bien et qui nécessite un consentement éclairé supplémentaire. Ceci est le consentement éclairé pour le don, pour une application particulière ou pour une banque SOO particulière. D'accord. Mais ceci peut être un peu compliqué lorsqu'il existe la possibilité que ces donneurs donnent pour des thérapies cellulaires avancées et il existe la possibilité qu'un donneur soit transféré directement à un fabricant pour qu'il effectue une ATMP. Et nous transférons ces dons
pour des applications 1 sur 1, un donneur, un patient. Et là, on a besoin d'un consentement éclairé spécifique. C'est spécifique pour cette application. Et nous devons également rédiger un document supplémentaire concernant le transfert de matériel. Et nous avons des banques intermédiaires. Pourquoi? Parce que dans ces banques, on peut générer, une fois de plus, on est encore dans le domaine de SO. Il y a de nouvelles banques et au moment où on les constitue, on ne sait pas encore pourquoi spécifiquement on va les utiliser. Donc, nous créons ces banques intermédiaires où l'on pourra stocker des cellules de progéniteurs ou des cellules multipotentes. Et le consentement éclairé pour la mise en banque de ces cellules. Alors, par exemple, pour le progéniteur, il y a des banques publiques qui génèrent et on ne sait pas encore pourquoi exactement ça va être utilisé. On a l'exemple de l'époque du Covid où on avait stocké des cellules et on ne savait pas exactement comment on allait les utiliser. Donc là, on va se concentrer sur cette IPS. Pour un progéniteur, on a un donneur et pour les cellules pluripotentes, on a un donneur et des applications multiples. Et à l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, dans ce contexte, avant de lancer le projet, il y a un certain nombre de défis du point de vue du donneur pour la protection des donneurs. Quels sont les défis, les difficultés? Eh bien, le consentement, est-ce qu'il faut qu'il soit générique ou plus granulaire? Est-ce que l'on peut sélectionner plusieurs applications ou est-ce que ça doit être général? Pour les haploïdes, on a un consentement dynamique qui est générique, mais le donneur peut influencer la durée de vie des cellules et peut facilement redonner son consentement au fil du temps. Donc ça, c'est un sujet de recherche, le consentement éclairé, les procédures de consentement et de reconsentement. Dans quel cadre peut-on révoquer ou jusqu'à quand peut-on révoquer ce consentement? Quels sont les droits du donneur? Est-ce que l'on doit prendre en considération l'âge de la majorité? Qui protège et contrôle les donneurs après le transfert? La recherche concernant les données des donneurs et que faire avec une industrie à but lucratif dans un monde altruiste. Eh bien, il y a des risques pour les donneurs. Il peut y avoir un consentement insuffisant, un consentement initial insuffisant.
le manque d'assurance concernant l'utilisation des cellules données, la possibilité de tests non informés. Il peut y avoir des risques futurs pour les dons cryo-conservés. Il peut y avoir une augmentation de la fréquence des demandes de donation de la part d'un même donneur. Alors ça, c'est important pour les fondations, par exemple, qui sont dédiées à la leucémie. Et puis là, tout d'un coup, ça devient une utilisation plus diversifiée. En Espagne, il y a beaucoup de donneurs qui généralement sont des donneurs publics qui donnent à une industrie. Il y a donc de très nombreuses questions avant d'entrer dans les détails de ce que l'on a fait. Le sang de cordon est crucial pour ce que nous avons fait. Pourquoi? Parce qu'on commence par collecter pour avoir un inventaire de haute qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Que seuls 10% des dons sont utilisés. 90% de ce que nous avons collecté n'est pas utilisé. Et ça, ce n'est pas un scénario satisfaisant. Il faut donc que le sang de cordon soit applicable à toutes les applications. Nous avons donc du matériel congelé qui est transféré et on a commencé à générer des composants sanguins. On utilise aussi des plaquettes pour la cicatrisation et ça représente 50 à 60% des cellules de cordon. Alors, les avantages de l'IPSC, eh bien évidemment, les préoccupations éthiques liées à l'utilisation d'embryons en tant que source cellulaire. Il y a une grande diversité de matières premières. L'immortalité, ce qui veut dire que si l'on peut créer une ligne qui peut être utilisée de façon indéfinie comme matériel de base, et ce serait une ligne immortelle. Nous pensons que les thérapies futures vont réduire les coûts et rendront les thérapies avancées plus économiques et donc disponibles pour un plus grand nombre de patients. Il y a des expériences, 1200 patients traités avec des cellules dérivées iPSC. Il y a une révision récente des essais cliniques. On peut contourner le système immunitaire. On peut utiliser des transplantations autologues, des greffes autologues, ou utiliser des haplobanques HLA. Et on peut créer des produits médicaux
Alors, qui est en première ligne ici? Bien, le Japon, qui a créé la fondation CIRA. Et là, vous voyez la base de ce qu'ils ont fait. Les donneurs viennent de l'environnement des banques cellulaires. Ils créent différentes lignes de cellules qui sont transférées à un nombre de protocoles en cours pour traiter différentes pathologies. Ici, vous voyez le modèle appliqué que nous suivons, l'autorisation éthique, le reconsentement selon la source, la manière de sélectionner ces cellules, de reprogrammer, et ils ont, à partir de 7 donneurs, ils ont créé 27 lignes disponibles qui couvrent 40% de la population japonaise. On peut accéder à cette page Internet pour voir toutes ces avancées qui sont remarquables. Il y en a plus de 7000 lignes IPSC. Alors, dans ce contexte, qu'avons-nous fait en Espagne? En 2017, le gouvernement espagnol a financé un projet qui s'appelait Hispania, et nous avons utilisé des cellules de cordon cliniquement disponibles pour une transplantation. Nous avons constitué 3 comités éthiques, le comité national, et ces 3 comités ont approuvé le projet. Et toutes les banques de cellules de cordon ont participé. Et je vais vous donner plus de détails ultérieurement, mais ici, il s'agissait d'identifier tout d'abord une étude immunogénétique espagnole pour voir également le protocole de sélection des donneurs. Ici, il s'agit d'une institution à Barcelone. Dans le modèle espagnol, on a utilisé le GMP-like, la reprogrammation, et en 2017, nous avons opté pour cela. Et en Espagne, il y a l'obligation de transférer une ligne créée par un chercheur, doit absolument être transférée à une banque de lignes de cellules qui doit être mise à disposition pour la recherche. Donc, on peut contacter Hispania et on peut donc utiliser ces cellules à des fins de recherche uniquement. On a testé donc ces cellules, ces lignes de cellules en fonction de certains critères prédéfinis, et le directeur technical a effectué la qualification et l'autorisation du matériel de base, tout ce qui était nécessaire. En fonction de ce que l'on savait, parce qu'en Espagne, ils ne s'occupent pas des banques intermédiaires, mais plutôt du produit fini. Et nous avons effectué une expansion GMP complète.
Et vous allez voir dans une minute, en Espagne, 7 donneurs, 22% de la population espagnole couverte. Alors, je vais accélérer un peu parce que tout ceci a été publié. Ça, c'était notre première étude immunogénétique. Basse résolution ici, haute résolution ici. On a identifié 109 homozygotes, environ 1% de notre registre, 43 lignes. Et actuellement, en Espagne, on peut couvrir jusqu'à 40% de la population avec nos propres lignes. Ensuite, nous avons mis en place un protocole de recontact. Quelles étaient les limitations du REDMO? Les unités à transférer doivent comporter au moins 2 génotypes identiques dans le registre. Donc, s'il y en a un avec un seul génotype, ça doit être exclusivement dédié aux transplantations. On a défini un certain nombre de critères et nous avons contacté les mères. On a utilisé les recommandations internationales pour le consentement éclairé et nous n'avons eu que 3 mères. Elles ont toutes refusé. Et l'une d'elles avait des antécédents de cancer, etc. Et donc, on a décidé de ne pas poursuivre avec elle. Mais sinon, ça a été très bien accepté. Et on a sélectionné des unités qui étaient là depuis moins de 10 ans. Voici les résultats qui ont été publiés, encore une fois, de notre protocole de reprogrammation et les facteurs. Voici les contrôles qualité que vous pouvez consulter sur cette publication de 2023. On a couvert 23% de la population. Et voici nos lignes de cellules. Certaines d'entre elles ne sont pas homozygotes. Ça, ce sont les 22%, mais si on accepte 1 ou 2 mismatchs, on peut couvrir jusqu'à 98-99% de la population espagnole. De toute évidence, ces cellules peuvent être utilisées pour diverses choses. On s'est concentré sur les CAR, l'immunothérapie. Ces cellules sont des cellules où la mémoire hypogénétique serait excellente. Et nous avons dérivé ces cellules et on a reçu le financement pour un projet qui s'appelle UNICAR, et où nous utilisons des cellules Hispania qui sont insérées dans le gène CCR5 et par transposome, on peut... ici, vous voyez 19, c'est pas 19, c'est 19, 20. Donc, ces banques intermédiaires, après une transformation, génèrent une banque de cellules maîtres. Et on s'est inquiété parce que cette banque était contrôlée par les autorités SOHO. Parce que cette banque va prendre les transformations nécessaires et générer, ça pourrait générer des macrophages ou des cellules T, mais on peut générer n'importe quelle cellule hématopoïétique. On en est maintenant à l'état
de la génération Ikarenka. Et le chef de projet est déjà en train de tester le NK. Et nous en sommes à l'étape du modèle animal. Donc ça, c'est notre expérience. Je vais maintenant vous parler 5 minutes des haplo-IPS, qui a été créé sur la base de besoins européens pour créer une banque, une haplobanque potentielle pan-européenne. Nombre de pays sont représentés. Voici les pays membres. Comme vous pouvez le voir, il y a la France et je pense que le professeur Griselli connaît très bien cela. Ali Touram et Annelise est l'un des membres. Et nous essayons de développer les choses. Tout d'abord, dans le groupe de travail 1, quels sont les haplotypes à sélectionner? On a effectué une étude avec la Grande-Bretagne et on a vu que si chaque pays génère une ligne des 10 meilleurs haplotypes, ce serait la couverture de chaque pays. L'Irlande fait le moins bien et la Turquie est le pays le plus divers. Mais si l'on effectue 270 lignes et que l'on essaye de tout coordonner, on peut couvrir jusqu'à 80% de la population européenne complète, totale. On a également effectué une analyse complète des composants pour identifier non pas les pays mais les régions qui sont pour identifier les populations proches du fait des migrations historiques. Et ces régions peuvent être cartographiées avec des haplotypes privés. Nous travaillons donc actuellement à la définition des meilleurs pour l'Europe. Il y a plusieurs groupes de travail. L'un d'eux propose des méthodes de reprogrammation, d'autres travaillent sur le contrôle qualité, d'autres sur la gestion et la manipulation des données. Et le groupe de travail numéro 7 s'occupe des applications cliniques pour mettre en place un essai clinique européen pour ce groupe, pour promouvoir la création de l'haplobanque. Pour conclure, iPSC est un domaine particulièrement intéressant. Le sang de cordon est très bien positionné, étant donné que les banques ont du matériel de départ qualifié pour développer des produits. Le consentement éclairé doit être très bien conçu pour les donneurs SOHO. Les haplobanques IPSC visent à couvrir la plus grande partie de la population, mais pour garantir un accès à la population, une collaboration internationale est nécessaire. Et finalement, développer une haplobanque au niveau européen bénéficiera à un nombre de patients. Et encore une fois, en français, merci pour votre attention. Thank you so much
Sergey, it was, very Merci. effective and crystal clear. Très intéressant et très clair de mon point de vue. Si cela ne vous ennuie pas, nous allons débattre de tout cela en fin de session. Donc maintenant, nous allons accueillir Franck Griselli, qui est professeur à l'Université Paris-Descartes et qui est impliqué donc dans l'initiative Citera, et également cofondateur d'Ipsirius, une start-up qui va justement utiliser les IPS en oncohématologie. Donc Franck, merci d'être là avec nous et puis je te laisse la parole. Donc je vous présenterai donc le centre que nous avons créé en 2020, qui est Citera, pour Centre for IPS Cell Therapy, qui est basé au Génopôle, qui est dédié pour une partie de produire et de créer cette haplobanque nationale en France. Je ne suis pas tout seul, donc Annelise Benasser et Ali Turan sont également cofondateur de ce centre. Donc les IPS, on en a parlé, donc c'est la technique de reprogrammation cellulaire à partir d'une cellule somatique qui a été découvert par Yamanaka, prix Nobel, qui consiste à prendre, pour Citera en tout cas, un tube de sang, d'en isoler des CD34 et de les reprogrammer en cellules pluripotentes induites, à l'équivalence des cellules embryonnaires, et d'en dériver quelques cellules pour en faire des applications thérapeutiques. Et certaines startups sont impliquées dans ce développement, dont Ipsirius, qui est dédié essentiellement au cancer. Donc c'est intéressant pour les IPS, c'est-à-dire qu'on peut revenir également sur le patient, et le patient peut être source de cellules pathologiques et d'en dériver des IPS afin de modéliser la maladie et surtout de trouver de nouvelles molécules thérapeutiques pour traiter ces patients. Donc il y a aussi une autre branche très intéressante pour les IPS, c'est qu'on peut les modifier génétiquement. Donc soit on peut faire des KI, c'est-à-dire qu'on rajoute des gènes dedans, ou des KO, on invalide des gènes, ou on peut aussi corriger des mutations génétiques qui sont dans les IPS pour en refaire des cellules d'intérêt thérapeutique qu'on va pouvoir regreffer chez l'homme. Donc nous avons mis en place ces outils de gene editing au laboratoire. Un exemple très rapide pour les KI, un peu démonstratif ici, l'intérêt c'est de voir avec cette manip qu'on peut transférer dans un clone un gène qui est la GFP, qui est la Green Fluorescence Protein. C'est quelque chose de très simple. On utilise des CRISPR-Cas9, un prix Nobel français d'ailleurs, avec des plasmides dans l'IPS, et on a un guide qui permet d'insérer dans un locus très particulier, qui est l'AVS1 du chromosome 19, qui est un safe harbor, le gène d'intérêt. Vous voyez ici donc la culture qu'on peut avoir. On sélectionne des clones et on a finalement, en finale, la possibilité de produire des clones purs qui expriment cette GFP. Donc ça, c'est un exemple. On peut aussi insérer d'autres gènes d'intérêt pour améliorer la différenciation et améliorer la capacité des IPS à se différencier. Donc on vous a parlé de ces essais thérapeutiques dans le monde. Très rapidement, quelques diapositives de cet article tiré de 2025. Il y a près de 115 essais cliniques qui ont été initiés dans le monde à partir d'IPS, essentiellement aux États-Unis, en Chine et en Australie, avec la possibilité d'utiliser soit des ES, soit des IPS. Vous voyez, 33%. 33% des essais ont utilisé une IPS allogénique. Ces essais sont en phase 1, sont très précoces, phase 1-2. 1% des essais sont en phase 3. Pour les indications de ces IPS, vous les connaissez certainement, c'est le Parkinson, les maladies de l'œil, la dégénérescence maculaire, développée au Japon, les problèmes cardiaques, les motoneurones pour les paraplégiques, des plaquettes, et traiter également quelques maladies osseuses et cartilagineuses. Et également en immunologie, en oncologie, on va pouvoir également utiliser, comme on va le voir, des IPS. Ces essais sont essentiellement réalisés au Japon, US, Australie. En France, il y a quelques applications en cancérologie à travers notre start-up Ipsirius. On va le voir. Alors, pour les essais, il y a en fait 115 essais.
qui sont, vous voyez ici, en croissance depuis 2010 et 2025, considérablement augmenté ces essais thérapeutiques dans différentes applications. Il y a 83 produits différents pour 1223 patients qui ont été enrôlés dans ces essais. Alors, qui nous sommes? Nous sommes notre histoire de notre centre. Nous avons, en 2005, c'est Annelies Ben-Nasser-Graceli qui a isolé la première cellule ES à partir d'un blastocyste, qui a été la première donc, ES souveraine. En 2012-2019, nous avons créé un centre, une infrastructure qu'on appelle IngeStem, grâce au PIA2, PIA3, qui a été, avec 5 partenaires, dont l'idée était de faire les premières lignées IPS françaises. Et en 2020, comme on va en parler, on a créé Citera pour créer des haplobanques d'IPS et de commencer à réfléchir à des essais cliniques en utilisant des IPS en France. Alors, nous avons créé la première cellule IPS en 2007 avec des virus de Sendai, avec le cocktail Yamanaka de Thomson. Nous avons switché récemment sur la technologie des ARN messagers pour un problème de safety. Nous avons, dans toutes nos programmations, utilisé une cellule sanguine, que ce soit un CD34, issu du sang périphérique de la moelle ou du sang de cordon. Et nous avons à chaque fois réussi nos reprogrammations avec ces cellules qui sont finalement faciles à reprogrammer. Voilà Citera. Citera, c'est 1200 mètres carrés de salle blanche basée au Génopôle, avec un laboratoire de contrôle. Il y a également une zone de recherche pour faire du R&D. Et ici, ces salles blanches qui ont été construites très récemment, donc avec la très belle technologie, très haute technologie. Donc on a 3 Prodigy, c'est-à-dire c'est des systèmes fermés pour faire la reprogrammation en classe A. 3 salles blanches de classe B avec une banque, une salle de banking informatisée, et tout est contrôlé avec une informatique dédiée, avec avec des logiciels qui permettent en fait, de faire de la traçabilité, ce qui est assez important. Donc, pour l'ambition de Citera, c'est de, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est essayer de réfléchir à des premiers essais thérapeutiques en France à base d'IPS, et d'abord de produire, de créer cette haplobanque française, comme on va le voir, et de switcher éventuellement sur une IPS universelle, comme on va le voir. Donc, on travaille également à Citera à produire des ATMP de grade clinique, en grade GMP, et en vue de passer donc sur des essais de phase 1-2 en préclinique d'abord, puis un essai de phase 1-2 chez l'homme, et éventuellement faire du market avec les industriels. Alors, pour l'haplobanque, nous sommes à 3 niveaux. D'abord national, avec l'EFS et l'Agence de biomédecine. On a un projet qui s'appelle Unistem, qui a été récemment financé. Au niveau européen, qui est l'haplo-IPS, je ne vais pas trop en parler, parce que Dieu vous en a parlé largement. Et au niveau international, qui est donc le consortium GATE, à laquelle nous siégeons également, qui est le Global Alliance for IPS Therapy, piloté par les Anglais. Donc l'haplo-IPS, l'idée c'est de prendre des haplotypes, et 10 haplotypes pourraient couvrir 42% de la population caucasienne en France, avec toujours, comme on l'a dit tout à l'heure, la possibilité l'importance de créer ce registre européen pour recenser tous nos haplobanques, cette haplobanque, et de travailler en lien avec l'haplo-IPS, donc le consortium européen et le consortium également international qui est GATE, qui a été créé en 2015. Vous voyez ici tous les partenaires de ce consortium GATE qui était initialement créé pour créer le contrôle qualité autour des IPS, ce qui a été publié récemment. Et nous travaillons également depuis 2020 avec le consortium européen haplo-IPS. Alors pour l'IPS, pour le projet national
en lien avec l'EFS et l'Agence de biomédecine, le projet Unistem, qui fait partie du PIEC Druxelles, donc Sophie peut vous en parler largement. L'idée, en fait, c'est de partir d'une banque haplotypée sur les HLA-ABDR homozygotes, qui sont sur des registres, d'en isoler les CD34, de faire une reprogrammation en grade GMP et de faire une amplification en vue de créer une master cell bank, une worker cell bank et d'en dériver secondairement des cellules d'intérêt pour passer à la clinique. Donc ça, c'est tout le workflow qu'on va suivre en lien toujours avec l'Agence de biomédecine et l'EFS, qui va pouvoir en fait générer ces IPS. Donc on a déjà en laboratoire chez Cythera 6 IPS de grade GMP qui a été isolé à partir de 102 cordons, CD34 positives. On a mis en place également tout le système un laboratoire d'assurance qualité dédié pour qualifier ces cellules. Et nous avons également mis en place des outils de master cell bank pour faire des MCB et des worker cell bank. Donc on a effectivement ce système Prodigy pour faire les master cell bank, mais on essaie de switcher sur des bioréacteurs pour créer des worker cell bank de haute qualité, de belle qualité, et nous sommes en train d'essayer de voir cette solution d'utiliser plutôt des bioréacteurs que des systèmes en 2D. Alors, nous avons également l'alternative de passer sur le EPS universel. C'est un dream, mais il va arriver, à mon avis, à fin, parce qu'on a des possibilités, effectivement, de créer des IPS universels en invalidant les HLA de classe 1 et de classe 2, ce qui a été réalisé ici par différents équipes dans le monde. L'idée, c'est d'invalider le classe 1 et d'invalider le B2M, donc la bêta-2 macroglobuline, et le CITA, qui est la classe 2 majeure histocompatibilité complexe transactivateur, qui permettrait effectivement d'avoir une IPS complètement HLA négative en préservant le HLA-E. Donc ici, un exemple de nos travaux qu'on a déjà réalisés, donc un KO pour CITA pour classe 2 dans l'exon 3. On a fait un CRISPR-Cas9 et un KO qui permettait d'invalider ici le classe 2, comme on le montre ici, le Western blot sur des IPS à l'échelle clonale. Alors, nous travaillons également à Cythera sur des programmes de recherche et développement, et nous avons dans le laboratoire 3 équipes, une qui travaille sur des natural killers qu'on va armer avec des CAR, des macrophages et également une plateforme ici pour dériver des vaccins anti-cancer dans le cadre d'un startup Ipserus. Alors, un exemple rapide, c'est la dérivation de cellules NK et de CAR-NK à partir d'IPS allogéniques. Il y a deux papiers qui montrent qu'on était capable ici de générer des NK stables et avec une très belle efficacité des cellules NK, mais également qu'on peut les armer avec des CAR en faisant la modification génique. Et ça a été publié ici dans un papier qui montre que les CAR NK étaient efficaces pour traiter la crise blastique de la leucémie myéloïde chronique. Alors, Ipserus, c'était une start-up qui a été créée avec une spin-off de l'INSERM, qui a la mission est de mettre en place une plateforme de vaccins qui vont qui vont cibler une cellule très particulière qui sont les cellules souches cancéreuses, et de développer une première thérapie qui va permettre de réduire les métastases et de traiter des tumeurs qu'on va voir résistantes. Très rapidement, donc, les cellules souches cancéreuses, on sait qu'elles sont chimio-résistantes, radio-résistantes, finalement résistantes à toute thérapie conventionnelle actuellement mise en place dans l'arsenal thérapeutique. Et elles sont elles sont capables en fait de repeupler en permanence la tumeur, participer largement à la progression tumorale, et elles vont également pouvoir se disséminer parce qu'elles ont un pouvoir métastatique et se nicher dans d'autres compartiments
de l'homme, du patient, pour créer en fait des métastases secondaires. Donc on sait que 70% des cancers sont résistants aux thérapies et aux checkpoint inhibiteurs et aux CAR-T. Donc on a développé, nous, une thérapie qui permet en fait de traiter ces patients qui ont un fort potentiel métastatique. Donc on sait aussi que les cellules cancéreuses sont amplifiées au cours des traitements conventionnels puisqu'elles sont résistantes. Et en fait, à un stade très tardif, les tumeurs sont enrichies en ces cellules souches cancéreuses. Ça fait que quand ces patients sont en stade 3, en stade 4, ils sont déjà métastatiques, ils ont des risques de rechute gravissimes, et en fait, il n'y a plus d'alternative thérapeutique. Donc l'idée, vraiment, principe pour traiter définitivement le cancer, c'est d'éradiquer ces cellules souches cancéreuses. Donc, on voit ici un exemple d'un mélanome d'un patient qui a été traité avec un inhibiteur des BRAF, qui a répondu, mais malheureusement, après quelques semaines, a rechuté, ou même avec des tumeurs qui ont été retrouvées à la même localisation, montrant ici une recurrence et la persistance de ces cellules souches cancéreuses chez ce patient. Donc, nous avons créé donc, la solution que nous avons développée, c'est d'utiliser une IPS comme source, comme un vaccin. Et cette IPS a la propriété de délivrer plus de 300 à 500 néantigènes qui sont communs aux cellules souches cancéreuses. L'idée est de mettre, après injection de ces IPS chez le patient, de créer une immunité humorale et cellulaire dirigée spécifiquement contre ces cellules souches cancéreuses. Ça a été publié. Donc l'idée, c'est d'utiliser donc un vaccin à base d'IPS qu'on va génétiquement modifier, ces IPS qui sont létalement irradiés, et les injecter pour créer en fait cette immunité anticancéreuse dirigée contre ces cellules. Donc c'est des traitements qui sont agnostiques, qu'on va pouvoir utiliser pour différents cancers. Très rapidement, la démonstration chez la souris en préclinique montre ici que lorsqu'on utilise ce vaccin, on a une inhibition, une régression importante des tumeurs localisées ici par la luciférase chez les souris traitées comparé au contrôle. On a une infiltration de lymphocytes CD4, CD8 au niveau des tumeurs, et on a un gain de survie considérable parce que 100% des souris sont maintenues en vie après 60 jours de traitement. C'est associé à une immunité antitumorale importante. On a montré qu'il y a augmentation de CD4, CD8 au niveau des tumeurs. On a également une diminution des PD-1 qui sont des cellules immunosuppressives et qui sont associées ici avec une infiltration au niveau des tumeurs d'effecteurs mémorités qui permet en fait d'être ici avec le traitement à équipe VAC. On a également ici une augmentation des lymphocytes B, une diminution consécutive également des Treg et des MDSC. Donc ce traitement chez ces souris porteurs d'un cancer du sein triple négatif a également inhibé complètement les métastases au niveau pulmonaire lorsqu'ils seront injectés en sous-cutané. Il y a un autre exemple qui est le cancer du pancréas. Nous avons montré que ce traitement ici des souris traitées par ces IPS génétiquement un peu pharmacologiquement modifiées en orthotopique chez pancréas permettait d'inhiber la métastase au niveau hépatique, qui est la cause de mortalité, vous savez certainement, du cancer du foie, du cancer du pancréas. Assez gravissime. Il y a également une association ici, une inefficacité importante de la progression tumorale. Donc voilà, donc l'IPS peut être un agent vaccinal pour nous majeur parce qu'on a différentes générations d'IPS et différentes applications. On a une mécanisation qui a été publiée et qui a été ici résumée dans ce diapositive. Je vais passer. Et je vous remercie de votre attention. Et voici ici toutes les deux équipes, parce que nous travaillons étroitement avec l'INSERM 1310, basé à Villejuif, et proche de Gustave Roussy, et Citera, tous ses membres qui sont représentés ici sur cette diapositive. Je vous remercie. Merci beaucoup, Franck.
Maintenant, j'ai la joie d'introduire Laurence Guyonneau-Armand, qui est chercheur à l'EFS Île-de-France et qui va boucler la boucle en nous présentant ses travaux pour générer des cellules souches hématopoïétiques et un greffon universel. Bonjour à tous et merci de me donner l'occasion de présenter mes travaux. Voilà, donc moi je vais vous parler de greffe de moelle osseuse. Donc, alors comme vous le savez, la greffe de moelle osseuse touche énormément de personnes. Donc au niveau des chiffres, on a un peu plus de 23 000 personnes qui ont des greffes de moelle osseuse aux États-Unis par an. Et pour ce qui est de l'Europe, c'est plutôt 42 000 par an. Donc il faut savoir que le gold standard, c'est une immunosuppression, une irradiation en général, plus évidemment cette injection de cellules souches hématopoïétiques. Alors en fait, quand on parle de cellules souches hématopoïétiques, on pense toujours que finalement c'est pour soigner des leucémies, mais pas que en fait, comme vous pouvez le voir ici. On fait aussi des transplantations de moelle osseuse dans le cadre des myélomes multiples, des neuroblastomes, etc. Donc en fait, il y a énormément de transplantations de moelle osseuse qui sont faites et il y en a plusieurs types. Il y en a plusieurs types. En fait, il y a des... Donc en fait, il y a des transplantations autologues et des transplantations allogéniques. Alors, quand on parle de transplantation allogénique, évidemment, il va falloir faire attention au HLA. Et là, ça commence à être une grosse affaire, puisque, en fait, en France, en tout cas, on travaille sur les HLA de type 1, de type 2 et le HLA DR. Et en général, on essaye d'avoir un matching de 10 sur 10. Alors, ce matching, il faut savoir que quand on a la chance d'avoir une fratrie, on peut éventuellement faire une transplantation apparentée. Et dans ce cas-là, on a 25% au niveau de cette fratrie de trouver un donneur compatible 10 sur 10. On peut aussi descendre à 9 sur 10, mais la plupart du temps, on essaye vraiment d'être à 10 sur 10. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on n'a pas la chance d'avoir une fratrie, la chance d'être compatible 10 sur 10 avec une personne dans le monde monte à 1 sur 1 million. Et dans ce cas-là, évidemment, vous le savez tous, on fait appel au registre de dons de moelle osseuse. Alors, pour vous donner une idée, voici les chiffres pour les États-Unis. De 2019 à 2023, il y a eu, par exemple, 66 000 greffes en autologue. Il y a eu en allogénique 20 000 greffes au niveau parenté et en allogénique random, 26 000 greffes. Ce qui veut dire qu'en fait, on est à 20-25% de greffes allogéniques random. Ça, c'est pour les États-Unis. Et pour la France, entre 2011 et 2020, comme vous pouvez le voir, les greffes non apparentées allogéniques sont en moyenne de 1000 par an, et ce qui fait monter à 25% finalement ce type de greffe en France. Alors, plus important encore, parce que là, en fait, quand on voit ces chiffres-là, on se dit, bon, les gens qui avaient besoin d'une greffe en 2011 l'ont eu en 2011. Non, c'est pas aussi simple. Comme vous pouvez le voir sur ce graphique-là, les petits rectangles en vert montrent en fait les personnes qui ont été réinscrites d'une année sur l'autre. Ce qui veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui n'ont pas de donneur en France. Enfin, en France et évidemment dans le monde, parce qu'on a accès aux registres internationaux, évidemment. C'est pourquoi, en fait, vous voyez fleurir ce genre de publicité, donnez votre moelle osseuse. Malheureusement, comme vous avez pu le voir, il y a toujours 200 personnes, donc en gros 10% de personnes
qui n'arrivent pas à avoir de greffe. C'est pour ça qu'on a pensé à d'autres sources cellulaires. Donc, et c'est là où en fait je vais reboucler avec mes collègues. On a pensé aux cellules souches pluripotentes induites. Donc en fait, les cellules souches pluripotentes induites humaines ont été générées en 2007 par 2 équipes, donc Yamanaka et Thompson. Donc comme vous pouvez le voir, ils se sont basés sur des fibroblastes matures qu'ils ont reprogrammés avec des oncogènes et qui, au bout d'un certain temps, génèrent des cellules qui sont capables de se différencier dans tous les tissus, dans toutes les cellules du corps humain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, en 2007, ces transgènes étaient intégrés au génome de la cellule. À l'heure actuelle, comme l'a dit Franck, on travaille avec des virus de Sendai ou des ARN messagers, donc il n'y a plus d'intégration des transgènes oncogéniques dans les cellules. Ce qui fait que les IPS ne sont plus véritablement des OGM et surtout sont très sécurisés. Alors, entre 2007 et 2023, il y a eu une course à la greffe hématopoïétique à partir de ces cellules-là. Parce que, évidemment, c'est une application qui allait de source. Malheureusement, ce n'était pas aussi simple, puisque, comme vous le savez, une boîte de pétri, ce n'est pas un corps humain. Et donc, en fait, on arrivait très bien à faire des cellules souches hématopoïétiques avec les IPS. En revanche, elles étaient totalement incapables de prise de greffe. Notamment parce qu'en fait, elles manquaient de CDX1, CDX4. Et en fait, ces 2 facteurs en fait, permettent le homing de nos cellules souches hématopoïétiques. Sans ces récepteurs-là, en fait, les cellules se promènent dans le corps et, à la fin, sont expulsées par la rate. Donc, il nous a fallu énormément de temps pour produire des protocoles qui permettaient l'expression du CXR4 à la surface de nos cellules. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier article est paru en 2023. Il a été suivi par la publication d'un article par une équipe australienne en 2024. Et cette année, on a eu un autre article avec la surexpression de piezo qui permet en fait de faire des cellules capables de prise de greffe. Je vais vous parler plus précisément de l'article de 2023, tout simplement parce que j'en suis l'auteur, et donc je le connais par cœur. Alors en fait, on a fait un protocole très simple. Pourquoi ? Alors c'est parce que moi je fais partie de l'EFS, comme Sophie l'a dit, et donc tous les protocoles qu'on génère doivent pouvoir être upscalés sur plateau de thérapie de médicaments innovants. Donc évidemment, on va essayer de faire toujours des protocoles très très simples. Donc pour ce faire, on a fait énormément de littérature. Ensuite, on a travaillé sur les protocoles qui existaient, mais en les optimisant grâce à des méthodes statistiques. Et enfin, au bout de 4 ans de recherche, on a réussi à trouver le protocole qui permettait de produire des cellules souches hématopoïétiques. Alors, ces cellules souches hématopoïétiques sont non seulement capables de donner naissance à tous les lignages des cellules du sang que vous connaissez, mais en plus, elles sont capables de s'auto-renouveler, et cela in vitro et in vivo. Alors, on a vérifié ça évidemment dans des animaux, donc chez les souris NOSKID et NHG, donc des souris immunodéprimées, et aussi dans un modèle de mini-cochon immunodéprimé. Fort de ces résultats, nous avons voulu faire le scale-up sur une plateforme de production de médicaments de thérapie innovants. Et nous avons fait appel à la plateforme ABG, donc Atlantic Bio GMP, qui est une plateforme EFS à Nantes. Donc en fait, on est passé
du laboratoire que vous pouvez imaginer avec des blouses blanches aux salles blanches. Et ça a été un choc, mais en fait, on a eu énormément de dialogue avec l'équipe du plateau ATMP et nous avons réussi à valider notre protocole. Donc là, vous pouvez voir la comparaison de la capacité de prise de greffe des cellules souches hématopoïétiques de la moelle osseuse, de la capacité de prise de greffe des cellules souches produites en laboratoire et produites en ATMP. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a exactement les mêmes chiffres. Ce qui veut dire qu'en fait, notre protocole a été validé, que ce soit au niveau recherche qu'au niveau grade clinique. Et en plus, les cellules que nous produisons sont très proches, ont la même capacité de prise de greffe que les cellules souches de la moelle osseuse natives. Alors, voici un petit schéma récapitulatif. Donc, on est parti du grade recherche en 2010. Le procédé de développement s'est développé au sein du laboratoire. On a commencé l'aventure de la production en GMP, ou en tout cas en CGMP, à l'ABG en 2017. Et là, nous avons terminé ce volet. Et maintenant, nous allons continuer à travailler en salle blanche, en augmentant encore notre capacité de production. Et ça va se faire avec The Drug Cell, dont Sophie est la magicienne. Voilà. Et dans 7 à 10 ans, nous espérons pouvoir commercialiser ces greffons. Alors voilà, un schéma récapitulatif, les IPS, la transplantation, on a le protocole. Maintenant, en fait, une IPS a ses propres HLA qui dépendent du donneur. Donc, en fait, on est obligé de passer par l'haplobank pour pouvoir, en fait, avoir suffisamment de greffons, de type de greffons, pour répondre aux greffes qui, à l'heure actuelle, ne peuvent pas se faire faute de donneurs. Alors, voilà, moi j'ai voulu mettre quelques petits chiffres donc, qui font pas le figure par rapport à ce que nous ont montré Sergueï et Franck, mais voilà, c'est pour vous fixer les idées. C'est-à-dire que, en fait, pour couvrir 90% des besoins de la population japonaise, il faut en gros 50 lignées d'IPS. Pour l'Europe, ça sera entre 150 et 200 lignées d'IPS. Pour les USA, 140. En revanche, pour le monde, il faut plus de 500 lignées. Et encore, toutes les régions, tous les pays ne seraient pas couverts de la même manière. C'est pour ça que l'haplobank révolutionnera évidemment les transplantations de moelle osseuse. Mais en attendant, s'il vous plaît, inscrivez-vous. Alors merci beaucoup pour ce panel de présentation très intéressant. Et je regarde la salle pour les questions ou les remarques. Ah, merci. Alors, Julie. Bonjour, Julie Cacon de Lille. So maybe in English, so it's okay. I have lots of questions. Alors, je vais parler en anglais. J'ai beaucoup de questions, mais je vais me concentrer sur un nombre plus limité. Tout d'abord, récemment, le groupe chinois on a vu qu'on peut faire de la reprogrammation chimique. Deng a eu le prix Nobel en Chine et je voulais avoir votre opinion là-dessus. Et mon autre question, c'était lorsque vous reprogrammez des cellules d'un donneur jeune comparé à celles d'un adulte, est-ce qu'il y a une grosse différence? Yes,
Oui, c'est une question, ce sont des questions très importantes. Tout d'abord, c'est une question d'ordre méthodologique. Nous utilisons des virus pour la reprogrammation, ce qui, du point de vue sécuritaire, est moins bien que l'utilisation chimique, enfin de la chimie. Et monsieur ne parle pas dans son micro. Est-ce que quelqu'un pourrait le lui signaler, s'il vous plaît? Merci. La méthodologie devrait nous aider. Ces salles blanches doivent être... C'est très compliqué si on utilise des virus, si on utilise des produits chimiques. C'est peut-être moins compliqué et plus économique. Nous devons nous assurer que la cellule à la fin est équivalente. Mais c'est une évolution technologique. Et nous sommes dans une étape, dans une phase où on a besoin d'une bonne IPS et d'une bonne IPS dérivée. La phase 1 et 2 va durer quelque temps. Ça, c'est une technologie que nous souhaiterions pratiquer d'ici 5 ans, mais rien ne dit qu'on pourra. Mais pour l'avenir de l'humanité, nous devons trouver des moyens universels, pérennes, et toutes les choses que nous savons. Et mes collègues français ont présenté cela. L'IPS est un modèle qui peut nous aider à atteindre ces objectifs. Et l'autre question? Ah oui, bien sûr. L'adulte a des mutations incluses, incorporées. Donc nous savons, dans le cadre d'une transplantation de moelle épinière, on sait qu'il y a des problèmes d'immunologie et avec le temps, on incorpore des mutations qui peuvent ne pas être très positives pour ces dérivations. Donc, pour les jeunes, c'est plus facile. C'est plus facile de reprogrammer des cellules de cordon. Donc, par définition, les cellules seront meilleures si on les prélève sur des donneurs jeunes, plus jeunes. Merci Sergi. Alors, il y a une question là-haut, et puis après. Alors, il y a une question là-haut. Yeah, thank you for the presentation. John DeVos, Montpellier. Nous avons beaucoup parlé d'Haplobank, mais il y a aussi des déterminants de rejet mineurs. Si on utilise ces lignes de cellules haplocompatibles, et chez les patients immunodéprimés, est-ce que cela va donner des patients immunodéprimés? Oui, vous avez raison. Même si on élimine l'HLA, il y a des tissus qui sont immunoprivilégiés, par exemple dans la rétine ou dans le système nerveux central. On donne environ 1 an d'immunodépression. Alors, ce qui se passe avec les cellules souches hématopoïétiques est très intéressant. Mais rien n'est parfait dans le monde. Alors, quelle que soit la transplantation que l'on fait, on doit quand même donner une certaine immunodépression. Idéalement, les cellules pourraient fonctionner avec une très faible immunodépression. Merci, Bruno Jarry, Académie des technologies. Les 2 derniers speakers ont parlé pour le futur
de production industrielle de cellules. Dans d'autres domaines, on se concentre aujourd'hui pour diminuer les coûts de production, en particulier au niveau des milieux de culture, sachant qu'il y a toute une série de cofacteurs d'origine biologique qui coûtent très cher et qui deviennent évidemment prohibitifs dès qu'on arrive à des volumes importants. Où est-ce que vous en êtes sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez commencé à regarder ou pas du tout? Sur les coûts de production, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une technologie qui va coûter un certain prix sur les réactifs, mais également sur l'entretien des salles blanches et sur toute la chaîne de valeur de ces IPS au cours du temps. C'est effectivement un problème qui peut survenir, effectivement, mais ça dépend de la bénéfice-risque après. S'il y en a un produit qui va traiter définitivement un patient pour certaines applications, en tout cas, peut-être que les cellules hématopoïétiques, on n'est pas pour demain, ça va être plus difficile. Mais les maladies rétiniennes, par exemple, la dégénérescence maculaire ou le Parkinson, il y a quand même un gain. Le coût n'est pas encore bien maîtrisé, c'est certain. Ouais. Mais bon, je pense qu'on va faire des efforts, tout le monde doit faire des efforts dans le domaine. Hein. Même les producteurs, les providers de milieux qui sont très chers. Les matrices qu'on utilise pour faire de la culture, on est obligé de faire de la laminine, qui est un brevet unique qui est en grade GMP. Il faut qu'il sorte du domaine public, qu'il arrive dans le domaine public, ou de mettre toutes les PTA en fait en place aussi au plan national. Hein. La laminine française, il y a plein de boulot à faire sur toute la production, toute la chaîne de production, c'est clair. Pour l'instant, on est tributaire des brevets et des licences. Oui, je sais bien. C'est le problème. Oui, on va regarder ça. On n'en est pas encore là parce qu'on est sur les... Ouais. Quelque part, ça va devenir très vite oui, bien sûr. Important. Oui, et puis l'ASMR aussi, effectivement. Alors, peut-être pour compléter, il y a une initiative qui est en cours qui s'appelle The Drug Cell, qui est liée en fait à un PIEC Santé. Et l'objectif de ce projet et de la société qui a été créée c'est justement de revoir en fait les manières dont on produit par l'automatisation, par de nouvelles technologies, de manière à réduire les coûts et en particulier aussi sur la manière dont on va les produire, c'est-à-dire les locaux de production, avec un objectif vraiment d'être capable d'apporter ces nouvelles biothérapies à un coût acceptable pour notre modèle sociétal. Si je peux me permettre, mais vous le savez probablement déjà, dans le domaine de la culture cellulaire pour l'alimentation, ils ont fait des progrès absolument considérables. Et évidemment, c'est probablement pas encore pour les applications humaines, mais c'est peut-être une piste intéressante. Et peut-être si on peut compléter aussi par un petit commentaire qui apparaissait sur les diapositives de Sergi, c'est que en fonction de la source de ces IPS, il peut aussi y avoir une réflexion sur le modèle et la façon de maintenir aussi cette initiative, de recueillir le sang de cordon et de maintien de cette activité, parce que, tu l'as dit, c'est la conjonction d'une démarche altruistique, basée sur la solidarité, pour la réussite d'une démarche qui est une démarche scientifique, certainement, mais qui va dans le monde commercial aussi. Et donc, il faut aussi réfléchir à la façon d'entretenir les modèles qui nous permettent d'arriver à cette innovation thérapeutique. Oui, je voulais votre avis. En fait, nous, à Lille, on fait le greffe d'îlot allogénique depuis quelques années. Maintenant, c'est remboursé par la sécurité sociale. We do islet transplantation in Lille. Now it's reimbursed by the Social Security. Maintenant, c'est remboursé par la sécurité sociale et il y a eu énormément de progrès avec les cellules souches pour le diabète. Il y a eu un article à la fin de l'année utilisant la thérapie autologue
Et travaillant sur les îlots pour 3 patients en Chine, il y a eu un autre article où l'île était impliquée également et 14 patients ont été guéris. Et il y a un mois, on a vu que les cellules à Oslo et à Uppsala, ils ont dissocié les îlots. Et ce que vous avez dit, et ils ont pu montrer que les cellules perduraient sans immunosuppression. Donc, ça, c'était la première étape hypoimmune. Et on aimerait faire une thérapie cellulaire à Lille. Et que pensez-vous de l'importation? Parce que la Chine a accepté de préparer des cellules pour certains patients, pour un certain nombre de patients. Le temps que nous mettions à niveau à Lille. Et que pensez-vous de cette importation de lignes de cellules, de lignes cellulaires d'autres pays? Est-ce que vous recevez des cellules de la Chine? Qu'en pensez-vous? Alors, on parle de la recherche clinique. Ces cellules seront utilisées pour des êtres humains. Oui, bon. Alors, j'en ai parlé hier avec Stéphane. Jusqu'où vont les autorités SOHO et jusqu'où vont les autorités pharmaceutiques? En fait, c'est le fabricant qui est responsable. Et c'est la responsabilité du fabricant, même si ces cellules vont aboutir dans un patient. Alors, il faut un accord de transfert avec les Chinois et il faut être suffisamment sûr. Bon, ça c'est pour vous. En ce qui concerne les autorités, je n'en sais rien. Je pense que la nouvelle réglementation doit dire qu'il y a un accord dans le cadre de SOHO. Hier, j'ai essayé de faire dire à Stéphane, on va le faire parce qu'on veut protéger les donneurs, indépendamment du fait que ce soit un donneur chinois. Pour la recherche, il en va totalement autrement. On peut tester, etc. Mais pour la clinique, eh bien, la traçabilité est importante, la responsabilité et l'autorité compétente vous permettant d'effectuer les essais cliniques est importante. Ce sont tous des éléments à prendre en considération. C'est un problème pas que pour les cellules souches. Le même problème se posera pour le jour où on voudra utiliser des organes issus d'une autre espèce. Si la responsabilité est au producteur, comme pour un médicament, ça voudrait dire que l'usage d'un rein qui serait greffé et qui serait fabriqué chez un porc reviendrait, la responsabilité serait à la compagnie qui fabrique le porc. Bon, donc il y a une réflexion voilà, maintenant avec la NSM pour voir comment on va adapter le champ réglementaire à l'évolution des pratiques. Mais c'est un vrai point très très important. Il y avait encore une question. Oui, bonjour à tous. Thierry Delage de l'association Podomos, porter le don de moelle osseuse au sommet. J'ai pas spécialement une question, mais je voulais vous féliciter, vous remercier. Moi-même, j'ai eu le bénéfice d'une greffe de moelle osseuse. À partir de Centre Cordon, il s'en est fallu de très peu pour que je fasse partie des 10% pour lesquels vous essayez de trouver des solutions. Donc je vous remercie et je vous encourage à continuer et à aller encore plus vite parce que nous, les malades, nous en avons besoin et des gens décèdent. Il y en a 10% qui décèdent régulièrement et vous travaillez pour eux et merci encore. Merci pour votre témoignage. Alors, il y a encore une question. On a encore le
temps, je ne vois pas là. Oui, pour une question. Bon. J'ai une autre question pour rester dans ce domaine. L'âge des personnes qui veulent être sur un registre a été abaissé il y a quelques années en France et est passé à 35 ans. Pourquoi, étant donné qu'on peut appeler une personne de registre jusqu'à peut-être 20 ans après son inscription, pourquoi avoir abaissé cet âge alors qu'en France on manque cruellement de donneurs? Alors je veux bien faire la passe au docteur Catherine Fauché, qui est la directrice de la direction qui est dédiée à la greffe de cellules souches hématopoïétiques à l'Agence de la biomédecine. Bonjour à tous. Je vais répondre le plus rapidement possible parce que ce n'est pas l'idée de cette session, mais on a baissé l'âge en France comme dans tous les pays qui nous entourent, tout simplement parce que les donneurs jeunes ont maintenant, ça a été prouvé scientifiquement, sont à l'origine de greffons qui donnent des meilleurs résultats. Et il y a même, dans des publications récentes, un âge limite qui est celui de 30 ans. Et avant 30 ans, il n'y a pas de différence dans la survie post-greffe, quel que soit l'âge du donneur, entre 18 et 30. Et après 30 ans, l'âge du donneur commence à influer négativement sur la survie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle tous les registres du monde maintenant enregistrent des donneurs entre 18, 25 ou 30 ou 35, mais en tous les cas des donneurs jeunes. Et donc on fait comme tous les autres. Merci Catherine. Alors je regarde s'il y a encore des questions, mais je ne vois pas de main levée. Et donc peut-être que... Ah si, Sergi a une question. Je veux féliciter les French initiative. That was impressive, in my opinion. I'm very curious because, C'était impressionnant à mon sens et j'étais très curieux parce qu'aujourd'hui, je viens d'apprendre que les 34 peuvent être greffés. Donc ça, c'est un grand pas en avant. Alors ma question c'est, vous avez parlé de l'année prochaine, mais quelle est la prochaine étape pour les modèles animaux? Ah ok, vous allez greffer et tout ça, mais que prévoyez-vous de faire? Alors je ne sais pas si vous avez l'intention de transplanter les haplotypes avec un match complet ou quoi, vous y avez pensé? Actuellement, on va travailler à l'augmentation parce qu'actuellement nous produisons des cellules juste suffisamment en nombre suffisant pour greffer un enfant, peut-être jusqu'à 6 ans. Donc, on doit augmenter encore la production. Et nous avons fait beaucoup de tests sur nombre de porcs et ça a fonctionné très bien. L'étape suivante, on va passer aux cellules. So in fact, I think Laurence summarized all. There's médicamenteuse. Je crois que vous avez très bien résumé cela. On a bien réussi avec les porcs et maintenant nous devons passer aux humains. Et au début, on va devoir utiliser l'haplobank parce que, comme elle l'a dit, on peut utiliser n'importe quel IPS pour faire ça, mais on ne peut pas utiliser les méthodes traditionnelles parce qu'on a besoin de la HLA. On a besoin de la HLA parce que dans les modèles animaux que vous avez testés, sur les porcs, pour toutes les lignes, je crois qu'avec le modèle d'IPS, la même ligne que ce que vous pouvez produire,
avec NK, on devrait pouvoir obtenir de bons résultats. Et donc, c'est pour toutes les lignes. Oui, absolument. Oui. Merci beaucoup. Toujours pas d'autres questions. Donc, avant de conclure et de remercier tout le monde, je voudrais vous encourager à scanner les QR codes et à voter pour les posters, s'il vous plaît, parce que c'est le classement des jeunes chercheurs qui va bénéficier de votre vote. Et puis redire tout le plaisir qu'on a eu à préparer et à écouter cette session avec Sophie. On a un peu échangé et on se voit de temps en temps pour préparer ça. J'aimerais vous remercier chaleureusement pour votre présentation et d'être venu à Paris. C'était une session absolument formidable. Merci beaucoup. Merci beaucoup.